vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Le sujet est quand même d'actualité puisqu'on va parler d'économie, de société également en ce 20 mars, alors que le budget provincial de M. Marchand vient d'être révélé. Alors, on ne sait pas encore ce qu'il réserve à l'économie sociale, aux coopératives, mais c'est quand même intéressant d'entendre ce soir parler de coopération plus longuement. Frédéric Audin, vous êtes le premier à briser la glace. Je vous en prie. Beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous avez les diapositives en même temps sur l'écran. Je dirais ce soir, le titre de la conférence, Coopérer et prospérer. J'avais envie de commencer avec la définition, extraite du Petit Larousse. Qu'est-ce que prospérer? Être dans une situation favorable, une période de croissance et de développement. Et dans ce sens-là, au niveau de coopérer, et je vais attendre sur mes puces dans quelques instants, mais dans ce sens-là, quand on parle de coopération ou de coopérative, c'est le fun de pouvoir le voir de ce point de vue-là ou de cet aspect-là, d'être donc dans une situation favorable, une période de croissance et de développement. Et c'est là où je fais un lien avec Papier White Birch, qui est le dernier dossier duquel on entend parler dans la région de Québec, pour lequel on a proposé un scénario coopératif. Et pas que j'en ai contre le scénario coopératif de travailleurs actionnaires, ce qui a été mis de l'avant. Par contre, il faudrait juste essayer le plus souvent possible d'avoir une ouverture coopérative quand il y a effectivement des situations pour prospérer et non des situations qui sont, je dirais, entre les deux ou pour lesquelles on ne sait pas ce que l'avenir pourra nous amener. Et c'est dans ce sens-là où vous avez comme deuxième puce les Nordiques. Parce que là, on a un éventuel retour des Nordiques pour lequel Québécois a réussi à très bien se positionner apparemment, puisqu'il n'y a rien d'officiel là-dedans. Et vous avez en parenthèse les Packers de Green Bay, ceux qui suivent le football, qui est une équipe du football américain qui appartient à 112 000 personnes, parce que c'est une coopérative. Parce que les gens de Green Bay, à l'époque, ont décidé de s'acheter, grosso modo, une équipe du football américain. Est-ce que les gens dans la région de Québec auraient pu le faire? Fort probablement que oui. Est-ce que ça nous permettrait de prospérer si Québécois emboîtent le pas dans une équipe de la Ligue nationale? Forcé de constater qu'il devrait avoir des possibilités de prospérer. Alors, on va essayer, en tout cas dans ma petite partie à moi de 15 minutes, de regarder un peu cet aspect-là, beaucoup plus que tout le temps le côté qui est, je dirais, de vouloir sauver des entreprises ou vouloir sauver des entreprises qui sont sur le bord de la faillite, comment on pourrait récupérer du point de vue coopératif. Par contre, avant, quelques petits mythes que j'aimerais régler en termes de situation. On parle d'une entreprise communautaire. Est-ce que les coopératives sont des entreprises communautaires? On pourrait le croire. À la base, une entreprise communautaire, habituellement, est une entreprise qui offre des services gratuits à ses utilisateurs, habituellement associés à l'État aussi, pour lequel l'entreprise, si elle facturait des services à ses utilisateurs, probablement que les utilisateurs ne seraient pas là. C'est ce qu'on va appeler une entreprise communautaire. Vous avez l'exemple à puce de Tel Jeune, ou que ce soit des lignes d'aide pour les gens qui ont des problématiques psychologiques, des appels de détresse quelconque. Si on disait aux gens, bien là, il va falloir payer 15 $ sinon on ne vous écoute pas, on aurait un certain problème de conscience. Alors, ce sont des entreprises communautaires parce qu'on ne peut pas admettre que les gens aient à payer des frais. Donc, oui, une coopérative pourrait être une entreprise communautaire, mais toutes les coopératives, s'il vous plaît, ne sont pas des entreprises communautaires. Entreprise d'économie sociale, qui est une autre définition qu'on utilise régulièrement, où on parle d'une action collective axée autour de 3 dimensions, sociale, économique et politique. Il y a effectivement beaucoup d'entreprises coopératives qui font partie de l'économie sociale, mais est-ce que toutes les coopératives font partie de l'économie sociale? Je laisserai mes savants autres collègues pouvoir répondre là-dedans. Parce que là aussi, il y a une super belle controverse qu'on peut... on a des représentants des Desjardins qui sont dans la salle ce soir. Et des fois, on a des conférenciers qui vont vous parler d'économie sociale et qui vont oublier que Desjardins existe parce qu'ils disent Desjardins, bien, ça fait des sous. Et ça fait même beaucoup de sous. Et à cause de ça, il y a des gens qui vont avoir tendance à les exclure de l'économie sociale. Ça pourra faire partie d'une question que vous pourriez poser un peu plus tard dans la rencontre, à savoir, est-ce que ces entreprises-là, qui font effectivement des trop-perçus à la fin de l'année, sont des entreprises d'économie sociale? Si vous suivez la définition qui est là, ce sont des entreprises d'économie sociale.
Une entreprise solidaire. Grosso modo, une entreprise solidaire, essayez de retenir que c'est de prendre d'un groupe et de redonner à un autre groupe qui n'a pas nécessairement les moyens. Premier exemple qui est donné, on parle des clubs sportifs du Rouge et Or, où l'élite, ou en fait les montants qui seraient amassés par l'élite ou générés par l'élite, pourraient aider au développement des clubs sportifs au niveau de l'initiation au sport. Et ça peut aussi se faire, quand on dit vice-versa, ça pourrait être aussi un groupe récréatif qui génère beaucoup d'abonnements, qui génère beaucoup de rentabilité et qui aide à financer l'élite dans ce club sportif-là. C'est dans ce sens-là où on parlera d'entreprise solidaire. L'exemple de la Caisse d'économie solidaire, qui à la base, dans les années 60-70, Caisse d'économie Desjardins, qui est sur le boulevard Charest, qui, dans les années 70, avait des montants qui étaient déposés par les centrales syndicales et où il y a eu une prise de conscience de la part du conseil d'administration. Je n'étais pas là à l'époque. Je n'étais même pas là du tout à l'époque, d'ailleurs. Mais ces gens-là, à un moment donné, se sont posé la question en disant, bien, on est des centrales syndicales, on dépose l'argent des travailleurs à la Caisse d'économie et la Caisse d'économie pourrait prêter cet argent-là à des entreprises qui peut-être pourraient se servir de ces prêts-là contre les travailleurs. Vous comprendrez que la relation commence à être bizarre. Et c'est là où on a pris la décision d'une caisse d'économie solidaire où l'argent des travailleurs qui est déposé par les centrales syndicales doit nécessairement être au bénéfice des travailleurs ou au bénéfice de la société. Alors, c'est ce qu'on appellera entreprise solidaire. Maintenant, l'entrepreneuriat collectif, autre petite définition, qui là est le mouvement général d'une collectivité qui devrait avoir comme but ou comme finalité de générer des revenus. Alors, est-ce que de vouloir avoir un mouvement qui veut défendre des droits uniquement et de l'entrepreneuriat collectif, c'est de la mobilisation collective? On va juste essayer de ne pas mêler les deux. L'entrepreneuriat collectif, c'est quand il y a une mobilisation collective qui a comme but de pouvoir générer des revenus à l'intérieur d'une entreprise idéalement. Avant de rentrer dans la coopérative strictement, mon petit dernier point, l'organisme à but non lucratif. La forme juridique, l'organisme à but non lucratif, et là, parce que j'ai un avocat à côté, j'entrerai pas trop dans les définitions parce qu'il va me dire que je n'ai pas le droit. La forme juridique d'organisme à but non lucratif, faites la différence dans ce que c'est. Et là, ma deuxième petite explication, ce n'est pas la forme juridique qui donne la personnalité à l'entreprise, mais c'est les gens qui la composent. C'est pas parce qu'on est un organisme à but non lucratif qu'on doit redonner tous les profits, tous les revenus à tout le monde. Où j'amène l'exemple du club de motocyclistes. Si vous avez la chance ce soir en arrivant à la maison, allez au registre des entreprises du Québec, allez faire une recherche sur les entreprises. Et vous allez voir, ce qu'on appelle l'organisme à but non lucratif, c'est les lois sur les compagnies en fonction de la partie 3. Donc, toutes les entreprises composées sur la loi sur les compagnies, partie 3. Tapez Hells Angels. Et je suis très sérieux. Il y a des entreprises qui vont sortir. Vous allez avoir le nom des administrateurs s'ils sont dans votre rue. Vous serez informés. Ça reste des organismes à but non lucratif. Alors, s'il vous plaît, je vous en conjure, séparez les organismes à but non lucratif de leur vocation réelle ou séparez l'ensemble de toutes les entreprises, leur vocation et la forme juridique d'organisme à but non lucratif. 5 minutes encore. Justement, 5 minutes, 5 formules coopératives. On va faire ça 1 minute en rafale. Première formule coopérative, comparative de consommateurs, où là, on va essayer de répondre à un besoin de consommation des gens. Quand on parle de services de proximité, donc vous êtes dans une localité, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de station-service, ou il y a une épicerie, il y a une station-service, mais vous n'aimez pas le service, vous n'aimez pas la culture d'entreprise, ça peut être une raison qui nous amènera à avoir une coopérative de consommateurs. Un exemple qu'on donne souvent, c'est Mountain Equipment Co-op, qui sont qui vendent des articles de plein air. C'est pas parce qu'il n'y avait pas à l'époque personne qui ne vendait d'articles de plein air, c'est que les articles qui étaient vendus ne répondaient pas aux désirs ou aux besoins des consommateurs qui voulaient l'acheter. Alors, ils ont décidé d'aller vers une formule coopérative, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise privée ne le dessert pas. C'est un peu, entre autres, l'exemple des coopératives funéraires
Ou ça ne veut pas dire que parce que maintenant il y a des coopératives funéraires, il n'y a plus personne qui s'occupe des gens qui décèdent. Ça veut dire que l'offre funéraire à l'époque qui était donnée par l'entreprise privée ne répondait pas aux besoins des gens. Donc, on a décidé d'en faire une coopérative. Ce qui est intéressant au niveau d'une coopérative de consommateurs, au cas où il y aurait une question qui serait posée sur le point de vue fiscal des ristournes qu'on peut avoir, comme c'est une coopérative de consommateurs et qu'on vient répondre à un besoin de consommation pour lequel je paye cette consommation-là avec de l'argent après impôt, ce n'est pas imposable. Alors, si vous recevez une ristourne de Desjardins, vous avez le droit d'en profiter, vous n'êtes pas obligé de la déclarer. Par contre, au niveau d'une coopérative de producteurs, où là, ce sont des entreprises qui s'associent pour se donner des services à meilleur coût, parce que là aussi, on veut répondre à un besoin au niveau des entreprises. Et là, dans les coopératives de producteurs, le plus bel exemple, c'est souvent les coopératives agricoles, où à un moment donné, les cultivateurs, les agriculteurs, les entreprises agricoles ont décidé de se prendre en main et de dire, bien, nous autres, au niveau de nos produits, au niveau de nos intrants, au niveau de nos semences, on va aller se chercher un pouvoir d'achat pour lequel on aura, nous, le meilleur prix comme concurrent. Et si on a à se concurrencer, ce ne sera pas sur notre pouvoir de négociation, sur notre capacité de négociation avec notre fournisseur, mais on se concurrencera plutôt sur la qualité de nos produits. Alors, au niveau de la coopérative de producteurs, il y a une question d'avoir, oui, le meilleur coût au niveau de nos intrants, mais il y a aussi une question de remettre, si on veut, la qualité du produit sur la capacité du producteur à le faire. Vous avez le même principe au niveau de la coopérative du quartier Petit-Champlain. Alors, les gens qui sont là dans le quartier Petit-Champlain, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en compétition, ils sont tous en compétition. Mais ils voulaient pouvoir se compétitionner sur le produit qu'ils allaient livrer aux consommateurs et non sur leur capacité à négocier des meilleurs baux avec les différents propriétaires qu'ils pouvaient avoir. Alors, quand vous allez là comme consommateur, bien, ce qu'on vous offre, en fait, ce que les entreprises vous offrent, devrait être le meilleur produit au bénéfice du consommateur et non le meilleur produit parce que l'entreprise a réussi à négocier des meilleures capacités ou des meilleurs termes avec son propriétaire. Alors, la coopérative de producteurs ou la formule de producteurs permet aux entreprises un meilleur niveau de compétition pour le bénéfice du consommateur. Et là, malheureusement, les ristournes sont imposables pour les producteurs. Coopérative de travailleurs. Modèle super intéressant pour des gens qui voudraient démarrer une entreprise, qui ont peur du modèle de compagnie parce qu'il y a des histoires de peur incroyables sur les modèles de compagnie où les gens se font racheter, où il y a des conventions entre actionnaires, où il y a des avocats qui sont durs, mais qui ne sont pas M. Poulain. La coopérative de travailleurs, et là, je vais laisser M. Kerouac en parler tantôt, mais la coopérative de travailleurs permet aux gens de s'associer avec un risque minimum au niveau de l'association entre les gens pour lequel l'objectif est d'avoir les meilleures conditions possibles ou le meilleur salaire possible. Alors, le fournisseur ne fait pas partie de la formule, le client ne fait pas partie de la formule. Si je suis une coopérative de travail ou de travailleurs, l'objectif, c'est pas d'offrir le service au meilleur prix pour le client, c'est d'avoir la meilleure qualité de vie en termes de travailleurs, toujours en considérant que les travailleurs sont égaux. Alors, ce n'est pas à la personne qui a le plus investi et qui s'investit le moins dans l'entreprise où va aller la richesse à la fin de l'année. C'est la personne qui investit le plus en temps ou en énergie dans l'entreprise qui va retirer le plus de bénéfices. Souvent, c'est une formule qui est beaucoup plus en accord avec l'ensemble des travailleurs et pour s'assurer, dans le fond, une meilleure équité en termes d'efforts dans l'entreprise, en termes de gens qui auront généré le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Une minute encore. Et travailleurs actionnaires, qui est une formule où là, on a un regroupement de travailleurs qui n'achètent pas la totalité de l'entreprise, mais un bloc d'actions de l'entreprise. Donc, vous pourriez avoir, et c'est un peu ce qui a été amené avec le dossier papier White Birch, où vous avez une entité corporative, où vous avez des actionnaires, vous avez une compagnie qui détient l'entreprise à un pourcentage X, mais les travailleurs qui peuvent détenir aussi un pourcentage de l'entreprise entre, on dira, 3 ou 5 dépendant des gens, jusqu'à 99 %.
Or, à ce moment-là, les travailleurs ont leur mot à dire, ont une influence sur ce qui se passera au niveau du conseil d'administration de l'entreprise, pourront avoir aussi le bénéfice de ce que l'entreprise pourra rapporter parce que comme ils seront actionnaires, ils auront le droit aux dividendes. Et notre dernière formule, et non la moindre, coopérative de solidarité, où là, on est capable, suite à une modification de 1997, de regrouper l'ensemble de toutes les parties prenantes ou l'ensemble de tous les individus ou les groupes d'individus que je vous ai présentés plus tôt. Or, dans une coopérative de solidarité, vous pouvez avoir des travailleurs qui veulent avoir le meilleur emploi, des consommateurs qui veulent avoir le meilleur prix et en plus, des membres de soutien qui sont toute personne ou entreprise qui a un intérêt à ce que la coopérative fonctionne, mais qui ne peut pas ni y travailler ni utiliser les services. Le meilleur exemple d'une coopérative de solidarité est en service de proximité. Imaginons qu'on est une petite municipalité au milieu de nulle part, pour lequel les travailleurs veulent avoir des bonnes conditions et on est tout à fait d'accord avec eux. Les consommateurs veulent avoir le meilleur produit, on est tout à fait d'accord avec eux. Mais il y a aussi des membres de soutien qui peuvent être la pharmacie, qui peuvent être la station-service, qui ont un intérêt à ce que l'épicerie en service de proximité fonctionne parce que si l'épicerie meurt, ça se peut que ça veuille dire que leur commerce à eux mourront aussi un jour. Alors, c'est l'entreprise capitaliste libérale qui va venir supporter une entreprise collective ou une entreprise coopérative. Alors, c'est d'aller chercher le meilleur de tout le monde dans cette formule coopérative-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Audet. C'était fascinant. 16-17 minutes, ce cours accéléré sur les diverses formes de coopératives. Vous pourrez lui poser des questions tout à l'heure pour aller encore plus loin dans les distinctions. Alors, on passe à la deuxième intervention, celle de Maître Rémi-Noël Poulain. Maître Poulain, c'est à vous. Tout d'abord, je suis contre ce qu'il a dit. Pas tout à fait, on va nuancer tantôt. Donc, moi, ce qui m'intéresse davantage dans ce cadre-ci, c'est au niveau, entre autres, de la relève d'entreprise. Mais pourquoi en parler? Parce qu'en fait, les coops, alors qu'actuellement les différents gouvernements virent à droite, ben, c'est pour les pauvres, les coopératives. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, on va voir plus loin, mais c'est souvent un préjugé que les gens ont. Et surtout actuellement, avec les virages à droite qui se font, c'est une formule qui est encore plus intéressante pour faire face à ce qui s'en vient. Au niveau de la relève, ce que je vais présenter est uniquement dans cette perspective-là. Je veux qu'on amorce ensemble une réflexion et, évidemment, susciter en vous des questions. En gros, les entreprises d'économie sociale, où j'aurai une définition légèrement différente de mon confrère, on va parler de passer le flambeau dans le contexte, évidemment, d'une relève d'entreprise. Les enjeux stratégiques d'une relève d'entreprise, comment la planifier, les options et les alternatives qu'on aura devant nous. Et là, je ne parlerai pas des grosses firmes comme de papier ou de clubs de nordique. Je vais y aller plus terrain, pas loin. Le transfert aux employés, les CTA, qui sont sans doute mon dada, que j'aime beaucoup, les mesures fiscales avantageuses et le secret d'une telle réussite. Pourquoi que ça fonctionne bien, ce modèle-là? Quelques chiffres au niveau de l'économie sociale, qui viennent du chantier de l'économie sociale, entre autres. Il y a 7000 entreprises collectives au Québec, qui soient coopératives ou OBNL, en excluant les coopératives de financement financières. Ça crée 125 000 emplois. Ce n'est pas rien. Et 17 milliards de chiffre d'affaires. On a 8 du PIB qui est généré par les entreprises d'économie sociale globalement. Et ce qui est intéressant, parce que 8 encore ici, c'est pas rien, et il faut changer le discours où l'ensemble des entreprises d'économie sociale, c'était une grosse bataille qu'il y a eu dans les années 90, de faire reconnaître la part qu'elles avaient à la société, notamment au niveau de l'économie des coûts pour bien des services dont le gouvernement s'était désengagé. En début juillet 2010, là, il y avait 43 000 OBNL au Québec, organismes à but non lucratif, qui organisme à but non lucratif, le dit, c'est pas organisme sans but lucratif. J'aime pas cette expression-là, parce que
Le but d'une organisation, entre autres, c'est de faire des profits. Parce que si on ne fait pas de profit, on ne peut pas développer de nouveaux projets, on ne peut pas offrir de services. Alors, les gens qui s'imaginaient qu'un organisme communautaire, à la fin, une entreprise d'économie sociale, c'est actif, passif, ça devrait être zéro toutes les deux, sont dans l'erreur. On peut faire de l'argent, mais cet argent-là est sans but, en fait, est à but non lucratif pour ses membres. Donc, il n'en retire pas d'avantage direct. 28 000 existent déjà, donc depuis plus de 10 ans. Il y a 2800 coopératives non financières, 1,2 million de membres. C'est du monde. 43 000 personnes qui ont des emplois grâce à eux, un chiffre d'affaires environ 11 milliards. Une définition de l'économie sociale, et là, on nuance un peu les propos de mon confrère. Donc, il y a deux termes qui sont parfois en opposition. C'est l'économie et le social. Donc, c'est renvoi à une production concrète de biens et services. Et là où je vais différer un peu de ta définition, c'est au niveau comme tel jeune. Moi, à mon sens, ce n'est pas une entreprise d'économie sociale, ce n'est pas une entreprise, elle offre un service. Ce serait un organisme à but non lucratif, sans doute, mais entreprise, est-ce qu'elle produit concrètement des biens ou des services? Ça ne rentrait pas dans ma définition. Non. C'est pas grave. Donc, comme forme d'organisation et contribuant à une augmentation de la richesse collective. Ensuite, au niveau social, c'est la rentabilité sociale qui parfois ne se mesure pas. Quand on dit que on a aidé quelqu'un à sortir de l'aide sociale, comment qu'on le mesure? Ou une personne, parce qu'elle a augmenté son niveau de vie, puis des fois, il y a des gens qui acceptent dans des entreprises d'économie sociale des emplois qui leur donnent peut-être moins, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'heures, que qu'est-ce qu'il y aurait sur l'aide sociale, mais qui leur donnent une satisfaction, ils sont heureux de travailler et vont être en meilleure santé. Alors, ces coûts-là, comment qu'on les calcule? Il y a eu des méthodes qui ont été développées par les années par la suite. Donc, cette rentabilité s'évalue par la contribution au développement démocratique, entre autres, l'action citoyenne directe qu'on va pouvoir, c'est la prise en charge individuelle et collective. Principe majeur, c'est qu'on défend la primauté des personnes et du travail au départ. C'est ce qui va nous mettre, quand on est sur un conseil d'administration de ce type d'organisation-là, d'entreprise d'économie sociale, notre priorité, notre préoccupation majeure est toujours les emplois qu'on crée et qu'on veut sauvegarder. Elle fonde ses activités sur des principes de participation, prise en charge par et responsable des individus et de la collectivité. Passer le flambeau, on sait que 50 des entreprises au Québec veulent passer le flambeau à d'autres personnes. Il y a 100 000 entreprises d'ici les prochaines années qui vont se retrouver sans personne pour les prendre. Et non pas sans le chiffre, mais sans, il n'y a personne pour les prendre. 60 des PME vont disparaître d'ici les 10 prochaines années. 60 n'ont même pas de plan de relève. C'est terrible. Donc, 80 des entreprises nord-américaines sont familiales. 70 aimeraient bien que leurs enfants prennent la relève. Mais dans les faits, les enfants ont d'autres projets que ceux de leurs parents. 45 pensent que c'est quand même plausible que les enfants prennent le flambeau. Et 30 quand on a passé à une deuxième génération, 30 vont passer le cap et 10 seulement vont passer à une troisième génération par la suite. Ce qui nous pose un problème majeur. À qui qu'on transfère ça? Si les propres enfants n'en veulent pas. Au niveau de l'enjeu stratégique de la relève, c'est qu'on sait que le bassin d'entrepreneurs rapetisse. La relève se fait rare. Et évidemment, on a la création maintien d'emplois, surtout dans des régions ou dans des localités où il y a une industrie qui est présente, qui fait vivre la moitié de la ville ou du village. Les personnes sont connues, respectées pour ce qu'ils ont occasionné, ce qu'ils provoquent dans la communauté. On veut maintenir ces emplois-là, on veut maintenir les richesses dans la localité et dans la région. Et évidemment, il faut faire face à la mondialisation de plus en plus importante. La relève, ça se planifie. Un entrepreneur passe généralement 30 ans à bâtir son entreprise. Et les statistiques démontreraient seulement 30 minutes pour préparer leur relève. Je ne sais pas où, peut-être en prenant un café,
mais où il en parle à souper, il dit « Ah, c'est mon gars qui va prendre l'entreprise. » Bon, on en a parlé au souper hier. Je ne sais pas si le garçon il est au courant vraiment qu'il hérite d'une entreprise. Donc, on va planifier. On va se poser la question, c'est d'accompagner. Moi, pour ma part, j'accompagne les entrepreneurs, donc les entreprises qui n'ont pas de relève. Et on va susciter à l'intérieur le questionnement en disant, bien, on fait quoi avec votre entreprise? Alors, quel rôle qu'on veut jouer dans l'entreprise? Les gens veulent souvent garder un port d'attache, une reconnaissance avec leur communauté. C'est quoi leur vision? À quel moment qu'ils veulent le faire? À qui? Combien? Alors, c'est toutes les grandes questions qu'on se pose. Les alternatives. On passe sur le flambeau, ça va bien. On ne le passe pas, on liquide puis on ferme. Puis il y en a beaucoup. On vend ça à quelqu'un d'autre, à des étrangers, parce qu'au Québec, les gens n'achètent pas. Donc, on va aller se tourner vers le marché international pour voir ce que quelqu'un veut ça. Alors, le transfert aux enfants, idéalement, ou aux employés. Ils sont là, ils sont intéressés, ils sont motivés. Moi, je vous parle de la CTA. Transfert aux employés, évidemment, au départ, c'est que la personne, comme je vous dis, moi, la CDR va passer plus par les employés pour monter ce projet-là. Moi, de ma part, c'est je sensibilise les employeurs en disant, vous n'avez pas de relève, qu'est-ce que vous avez comme alternative? Vers qui vous allez vous tourner? Et de déjà susciter, rien qu'à eux autres, cette alternative-là, de voir la possibilité. Parce qu'il y a des dossiers que je suis en train de monter où les gens disent, bien, si j'en parle à mes employés, ils vont avoir peur. Il y en a qui vont vouloir partir parce qu'ils sentent que je devrais peut-être fermer. Et là, c'est là qu'on fait affaire avec la CDR, notamment, pour qu'eux rattrapent le ballon au vol. Moi, c'est semer cette idée-là auprès des entrepreneurs. Donc, d'informer les travailleurs que cette possibilité-là, qu'elle existe et que si eux veulent constituer une CTA, bien, il y a des services qui sont offerts gracieusement et gratuitement par la CDR. Donc, les travailleurs vont acquérir et détenir des actions de la société qui l'emploie. On conserve les emplois dans notre région, dans notre localité. La relation entre la coopérative et l'entreprise est régie évidemment par une convention d'actionnaires. Donc, le spectre des méchantes clauses shotgun et autres des conventions d'actionnaires, elle est là ici aussi. Mais là, dans un contexte de relève d'entreprise, 5 minutes encore? Oui, dans le contexte de relève d'entreprise, la chose est totalement différente puisque le propriétaire, principal actionnaire de l'entreprise, lui, ce qu'il veut, c'est se retirer, prendre sa retraite et permettre à la CTA, aux employés constitués en coopérative, d'acquérir tranquillement les actions qui restent. Donc, ça va permettre la rétention de la main-d'œuvre, la relève d'entreprise, l'amélioration de la capitalisation. C'est beaucoup dans le secteur manufacturier, l'informatique, multimédia, services conseils. Ça pourrait être dans une multitude de projets qui existent et une multitude qu'on ne connaît pas encore qui pourraient exister facilement grâce à cette formule-là. J'avais des merveilleuses statistiques qui viennent du gouvernement sur les taux de survie ou le type d'entreprises, de coopératives, de travailleurs actionnaires qui existent. Il y en a des chouettes. Ça, je vais passer ça vite. On participe à la propriété, évidemment, par les salariés, et on a parlé de la convention d'actionnaires. La coopérative devient un actionnaire qui va être présent aux séances du conseil d'administration de la corporation, de la compagnie. Donc, elle représente l'ensemble des coopérants. Il y a des dividendes. Alors, quand la compagnie verse des dividendes, elle l'enverse à la coopérative, et la coopérative, elle, va les redistribuer à ses membres via les ristournes. C'est un véhicule qui est assez intéressant parce que on va quand même, les travailleurs sont intéressés par leur propre avenir. Ils deviennent partie prenante de la compagnie, ça devient leur compagnie, hein, entre autres. On participe à la croissance, à la consolidation et le transfert d'entreprise. Évidemment, ça nous prend des travailleurs qui ont certaines aptitudes pour relever le flambeau. Mais dans la gang, je suis convaincu qu'on est capable d'en cibler quelques-uns. C'est évident qu'on est capable de susciter ce désir entrepreneurial-là de gens et des dirigeants avec des aptitudes à la coopération. Il y a une convention qui va être obligatoire.
On va couvrir toutes les clauses normales que l'on voit dans des conventions d'actionnaires. Achat, rachat, décès. Une coopérative, ça ne meurt pas. Ça peut vivre longtemps. Alors, au niveau des mesures fiscales, il y en a plein. Et moi, c'est comme ça que je l'amène aux propriétaires d'entreprises en disant, parce que la première réflexion, c'est « Mes employés n'ont pas d'argent pour me racheter. » On va leur en trouver de l'argent. On va leur trouver des moyens, des mécanismes, on va leur trouver de l'aide pour que ça se réalise comme projet. Et ça, les ressources, il n'en manque pas et on est en mesure de le faire. J'arrêterai là. On passe à la troisième intervention, celle de Pierre-Luc Bonneville. Merci beaucoup. Alors, Coopérative de développement régional Québec-Appalaches, qui suis-je pour être devant vous aujourd'hui? Une CDR, comme on aime l'appeler dans notre jargon. C'est une organisation, nous sommes d'abord une coopérative, donc nous sommes issus des différentes coopératives de notre territoire, des régions de la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, qui sont réunies dans l'objectif de se créer un bureau expert en démarrage de coopérative, en promotion de la formule et enfin aussi d'assurer un suivi spécialisé aux coopératives qui existent déjà. Fait que notre travail, nous, jour après jour, c'est faire la promotion de la formule et accompagner des groupes de promoteurs qui veulent mettre sur pied leur nouvelle entreprise sous forme de coopérative. Et aujourd'hui, la question qu'on pose, coopérer, prospérer, un objectif réalisable, je vais tenter d'y répondre par le biais de la création d'entreprises coopératives. Donc, la présentation vraiment axée sur comment... moi, c'est plaisant. Comme vous avez vu, les deux premiers conférenciers sont tous professeurs chargés de cours, enseignants à l'Université Laval. Moi, j'ai juste l'ambition d'être une personne qui travaille là-dedans jour après jour. Donc, plus la vision du praticien qui est là. Donc, je peux me permettre de tirer des conclusions qui sont appuyées sur rien d'autre que mon expérience du terrain puis ce que je vois sur le terrain. Donc, il n'y a pas de grandes études, grandes recherches, mais c'est ce qu'on observe sur le terrain puis c'est la réalité que je vis jour après jour. Donc, avec l'angle de la création d'entreprise. Il y a une question, ça ouvre sur des multiples d'implications. Qu'est-ce que signifie coopérer? Que signifie prospérer? M. Audet en a parlé brièvement d'entrée de jeu. Coopérer, on va y en revenir un peu. Quand je posais la question, c'est sûr que la réponse assez intuitive de « est-ce que c'est un objectif réalisable? » Si je croyais que la réponse était non, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Donc, c'est sûr que oui, c'est possible de faire les deux. Est-ce que c'est contradictoire? Est-ce que coopérer et prospérer sont contradictoires? Je crois que non, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Sont-ils atteignables en simultané? Vous comprendrez que ma réponse est oui. Donc, il y a possibilité de travailler ensemble dans l'objectif de progresser, d'avancer, d'aller plus loin ensemble. Donc, c'est un peu sur quoi que je nous amène aujourd'hui. Démarrage d'une coopérative. Croyez-vous qu'il y a encore des coopératives qui se démarrent au Québec? La réponse, c'est oui. 130 coopératives se démarrent environ annuellement au Québec. Dans les régions aussi, chez nous, c'est entre 15 et 20 coopératives qu'on accompagne annuellement dans l'objectif de diversifier et d'augmenter le mouvement. On a d'ailleurs dans la salle des gens qui proviennent de jeunes coopératives, là, que ce soit la JT ou la Coop des cafés étudiants qui sont très présents, qui ont démarré. Alors, pourquoi les gens voudraient démarrer une coopérative encore aujourd'hui? À quoi ça sert et dans quel objectif on veut l'atteindre? On connaît beaucoup les grands mouvements, que ce soit le mouvement agricole, le mouvement des jardins, le mouvement des services funéraires, ici les coop en milieu scolaire. Mais comment le modèle peut vraiment être d'actualité aujourd'hui? Comment dans cette période de post-2008 où on a une crise, comment le modèle coopératif peut être une réponse? On entend beaucoup les grands penseurs du monde coopératif et la thématique de 2012, elle est appuyée là-dessus. C'est des coopératives pour bâtir un monde meilleur. Donc, imaginez que Desjardins, en termes de grands mouvements financiers, les coop agricoles, nous, comme organisme de développement régional, on ose dire ensemble, bien, notre modèle, le modèle coopératif, peut permettre à bâtir un monde meilleur. Donc là, on n'est pas dans l'entreprise capitaliste, là. On a des mots, une façon de penser, une façon d'aborder l'entrepreneuriat qui dépasse le rendement de capital. Donc, on a entendu au BNL, coopérative, l'objectif, c'est de faire un profit, le profit au service d'une mission. Quand on démarre une coopérative, quand on s'avance dans ce modèle-là, l'aspect économique devient secondaire à la réponse à un besoin. Je m'explique. Là, dans nos entreprises, dans les dernières années, l'entreprise fait des revenus, on augmente notre capital.
Je ne suis pas historien, mais les historiens dans la salle nous diront qu'avant ce modèle économique-là à capital, il y avait les rois, il y avait les monarques, il y avait l'esclavage, qui faisait en sorte que le modèle économique fonctionnait de façon différente. Pourquoi sommes-nous obligés de conserver toujours le rendement de capital comme ça, l'objectif d'une entreprise? Le modèle coopératif va plus loin et offre des réponses différentes. Un petit rappel, puis là, j'espérais que mes co-conférenciers allaient présenter un peu la définition d'une coopérative. En étant troisième, c'est toujours un peu difficile d'essayer de trouver un créneau que les autres ne sauront pas. M. Audin en a parlé un peu, mais je vais la lire ensemble. Donc, une coopérative, c'est une personne morale, donc une entité qui est propre, qui regroupe des personnes, des sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, s'associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d'action coopérative. Est-ce que vous voyez à un seul moment dans cette phrase-là l'objectif de maximiser un capital? Quand je vous disais que la coopérative se positionne avantageusement en comparaison à d'autres formes d'entreprise, bien, vous le voyez que dans la définition même, puis cette définition-là vient de la loi québécoise sur les coopératives. Donc, vous voyez que l'objectif même d'une coopérative, c'est de répondre à des besoins. Mais cette réponse à ces besoins-là se fait de quelle façon? Se fait via l'exploitation d'une entreprise. Donc, c'est pour ça que l'argent, c'est pour ça que la profitabilité devient un moyen et non pas une fin. Donc, vous voyez la nuance que l'entreprise coopérative qui œuvre dans notre monde économique actuel doit répondre aux règles du marché, verser des salaires, payer ses impôts. Mais cette génération-là ou cette économie-là est dans l'objectif de répondre aux besoins des gens et non pas dans le simple but de maximiser son capital. Et l'autre élément fondamental qui sous-tend la coopérative, c'est les règles d'action coopérative. Donc, cette entreprise-là ne fonctionne pas de n'importe quelle façon. Il y en a 7 principales et ces 7-là ont été déterminées par l'Alliance coopérative internationale. Donc, c'est des règles qui ne sont pas juste chez nous, sont partout. Adhésion volontaire ouverte à tous, donc une ouverture à la coopérative. Un pouvoir démocratique, donc une entreprise où la démocratie est la façon de fonctionner. Donc, un membre, un vote. Participation économique des membres. On démarre une entreprise, il faut y participer économiquement. Autonomie, indépendance, donc une entité qui est autonome, qui a sa propre gestion. Éducation, formation, information. Comme on a un conseil d'administration d'élus, il faut les aider. Comme on a des membres, bien, on va essayer de leur donner l'éducation, la formation nécessaire pour qu'ils jouent bien leur rôle. Coopération avec les coopératives, donc un sentiment d'entraide, de solidarité entre le même modèle économique, entre les gens qui partagent les mêmes valeurs, qui disent que nous, on va faire de l'entrepreneuriat différent, donc on s'entraide. Et engagement dans la communauté, parce qu'une coopérative émane d'un milieu et elle doit être ancrée dans ce milieu-là. Avant de démarrer une coopérative, qu'est-ce que ça prend? Un besoin, la volonté d'y répondre. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un besoin que je vais nécessairement y répondre. Donc, dans une communauté, il faut nécessairement déterminer ces deux éléments-là. Est-ce que j'ai un besoin? Est-ce que je veux y répondre? Est-ce que j'ai un groupe de personnes? Donc, on est dans l'entrepreneuriat collectif, on est dans le groupe. Est-ce qu'on a un groupe de personnes qui veulent travailler là-dessus? Et la volonté de travailler selon les règles que je vous ai nommées. Donc, pour aller dans ce qui est le plus intéressant, les exemples, donc j'ai 3 exemples assez différents qui vous permettent de démontrer pourquoi le démarrage de cette entreprise coopérative-là leur a permis de prospérer. Première, une petite coopérative que personne ne doit connaître parce qu'elle est dans ses tout débuts d'opération. Courant alternatif, coopérative de travail. Alors, qu'est-ce que c'est de courant alternatif? 3 électriciens qui, à travers leur parcours, avaient été sensibilisés par la formule coopérative, ont dit, tant qu'à travailler dans un bureau d'électricien, pour travailler pour quelqu'un d'autre, pourquoi qu'on ne se mettrait pas les 3 ensemble pour démarrer notre propre entreprise? Donc, on serait travailleur et propriétaire de cette entreprise-là et on travaillerait de façon solidaire, de façon équitable, de façon démocratique dans notre travail. Donc, ces personnes-là ont dit, moi, je ne veux pas seulement être un salarié, mais je ne veux pas seulement être un propriétaire qui ne veut que du rendement sur mon capital. Donc, je suis un hybride, donc je vais prendre un modèle qui correspond à mes valeurs. Donc, je vais travailler, mais je vais pouvoir participer aux décisions de l'entreprise. Donc, les retombées, une création de leur propre emploi, donc ils ont créé leur propre emploi, et surtout, ils offrent un travail à leur image. Donc, vous imaginez les conciliations travail-famille, la façon que les contrats sont donnés, la recherche de contrats, savoir à quel client on offre nos services. Bien, ils peuvent, via cette coopérative de travail-là, arrimer leurs valeurs personnelles avec les valeurs de l'organisation parce qu'ils sont les copropriétaires de l'entreprise. Donc, vous avez vraiment ce lien-là entre les deux valeurs personnelles, valeurs d'entreprise.
Coopérative de solidarité d'alimentation de Rivière-à-Pierre. Monsieur Audet doit bien la connaître plus que moi parce que pendant que Frédéric était conseiller à la CDA, c'est un dossier qu'il a accompagné. Vous lui poserez des questions à lui. Moi, je n'étais pas encore là. Mais ce qui est très intéressant dans ce modèle-là, c'est comment la communauté Rivière-à-Pierre, c'est une petite communauté, une trentaine de minutes en haut de Saint-Raymond. Donc, si vous me demandez Saint-Raymond, c'est où? C'est une trentaine de minutes en haut de... J'ai une trentaine, peut-être un 15 minutes dépassées dans le nord de Donnacona. Donc, vous imaginez, on est à 1h15, 1h20 de Québec, et il y avait un petit point de vente, mais il n'y avait plus d'épicerie de qualité. Donc, les gens devaient faire un 40-45 km pour aller avoir accès à une épicerie. Ce que la communauté a dit, écoute, on a un besoin, consommer localement, consommer chez nous. Bien, ce qu'on va faire, on va se mettre ensemble et on va gérer l'épicerie. Puis on ne va pas juste gérer l'épicerie, on va gérer aussi une petite SAQ, on va gérer... Donc, c'est tous les services connexes qu'il y a aussi. Donc, les objectifs qu'il y avait derrière ce projet-là, bien, conservation d'un service de proximité, et aussi, ça permettait de supporter le dynamisme de la communauté. Et pour les gens qui connaissent Portneuf, là, c'est Rivière-à-Pierre, la porte d'entrée vers les EC dans le nord et aussi pour tout ce qui est les motoneiges. Au début, il y avait un manque. Les gens arrêtaient à Sainte-Catherine de faire leurs épiceries. C'est rendu tellement intéressant comme projet que les gens qui partent de Québec vers les EC disent « J'ai même plus besoin de faire mes commissions à Québec. Je me dirige directement là-bas. J'achète dans la coopérative. J'encourage. » Et j'ai oublié de vous dire, il y a une station-service aussi à l'intérieur de la coopérative. Et il y a aussi un partenariat avec la Caisse populaire qui a ouvert un petit point de service. Donc, vous voyez, vraiment, c'est un projet global de communauté. Oui, parfait, merci. Excusez, on s'emballe rapidement en parlant de coopérative. Donc, vous comprenez le principe de voir comment une communauté, derrière ce projet-là, dit, nous, il n'y a personne dans le village qui dit, moi, je veux être propriétaire de ce service-là. On est plusieurs à dire, ça serait intéressant de l'avoir. Pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour y répondre? Donc, dans cette communauté-là, vous voyez que la coopération a été vraiment un gage de prospérité. Coop La Mauve, dans Bellechasse, c'était des gens passionnés de développement durable qui voulaient rapprocher le consommateur du producteur, commerce équitable et aussi agriculture biologique. Ils se sont dit, bien, pourquoi pas travailler ensemble? Ils ont acheté une épicerie à Saint-Vallier. Ils font présentement des paniers bio, des liens entre le consommateur et le fonds-traiteur pour mettre en valeur, distribuer, transformer, mettre en valeur les produits de ces membres producteurs agricoles, là, qui sont tous des producteurs autour de Bellechasse. Et la coopérative devient le pilier en termes de comment la coopérative peut supporter un ensemble de producteurs agricoles dans la mise en marché et la diffusion de leurs produits. Donc, vous imaginez à quel point, et là, la coopérative a déjà, c'est presque 7-8 ans. Donc, déjà, à cette époque-là, on peut déjà le dire comme ça, c'était l'achat local. On était à les tout débuts des circuits courts. Donc, cette coopérative-là, elle dit, on va avoir une entité qui va être un levier pour nos membres pour être capable de faire un circuit court en agriculture biologique. Donc, c'est vraiment été un élément super intéressant et ça permettait, comme je disais, le dernier objectif, de mettre en relation les consommateurs et les producteurs dans l'espèce de lien que le producteur produit, le consommateur consomme. Quel est le lien entre les deux, là? Donc, souvent, dans les grands supermarchés, on perd souvent le lien. Cette coopérative-là, vraiment, vient cibler ce besoin-là. Coopérer et prospérer, un objectif réalisable, un éditorial personnel. Quand on parle de démarrage d'une entreprise, il faut se rappeler qu'il y a deux choses fondamentales qui se passent. D'abord, on a soit un groupe d'individus ou une communauté qui se prend en charge. Fait qu'en partant, cette simple affirmation-là, dans mon analyse à moi, c'est de la prospérité. En partant, quand des citoyens, quand des individus, quand des communautés disent « je veux être mon acteur de mon développement », il y a quelque chose qui va se passer. Et en plus, qu'est-ce qui est plaisant avec la coopérative, c'est que ce mécanisme-là comble des besoins. Il y a des gens qui se prennent en charge, il y a des besoins qui sont comblés. Donc, c'est sûr que pour moi, la coopération est un gage de prospérité. J'ouvre sur le cas des coopératives déjà en opération. Donc, on démarre des coopératives et des gens de Desjardins. Ce que j'essaie de refléter derrière mon affirmation, c'est une coopérative qui existe aujourd'hui, c'est une coopérative qu'au moins une fois dans sa vie a démarré. Donc, elle a débuté quelque part avec les mêmes impératifs de c'est quoi le besoin, on veut y répondre ensemble, on veut travailler ensemble. Donc, une coopérative aujourd'hui qui est prospère dans le développement de son milieu doit vraiment se centrer à se dire à quel besoin je réponds aujourd'hui. Au-delà de l'entreprise que je gère, comment je fais
pour que mes membres soient mieux servis, avoir de meilleurs services, avoir une meilleure retombée. Et l'autre question à se poser, quel est l'impact de mon organisation sur ma communauté? Donc, les coopératives qui existent déjà, je pense que ces deux questions-là doivent guider l'espèce de dynamique à savoir, est-ce que nous sommes une entreprise prospère pour notre milieu? Enfin, je vous laisserai avec l'idée que, pour moi, coopération et prospérité riment ensemble dans la mesure qu'une coopérative, c'est un moyen de prospérité. C'est pas une finalité. C'est pas parce que nous avons une coopérative que nous avons nécessairement un milieu prospère ou des individus qui sont prospères. Comme personne, je pense que moi, je nomme 3 potentiels possibles pour arriver à développer la prospérité de notre mouvement. On entend des fois Desjardins dire bien, il se détache de ses valeurs, mais Desjardins est toujours une structure démocratique. Comment on fait pour l'influencer? Comment on fait pour s'y investir? Donc, 3 éléments que je vois. La première chose, si on veut que nos entreprises coopératives soient gages de prospérité, il faut commencer par les consommer. Quand je fais le choix de consommer à Zone, quand je fais le choix d'aller chez Desjardins, quand je fais le choix d'aller chez mon IGA Coop, je fais le choix d'engager une entreprise qui fonctionne différemment, qui n'est plus dans le paradoxe de l'entreprise à capital action. Deuxième chose qui est possible, comme membre, je peux m'investir. Moi, j'ai passé 4 années à la Coop Zone et les 4 années, on a vraiment, là, dans mes années, c'était plaisant, c'était le virage développement durable. Fait que moi, comme administrateur, je permettais de concilier mes valeurs personnelles, environnementales, et mon engagement en disant comment l'entreprise qui a 30 millions de chiffre d'affaires peut avoir un meilleur impact environnemental. Donc moi, pour que cette coopérative-là devienne prospère, je m'y suis engagé, je me suis investi. Et la troisième, pour conclure, en démarrer. Donc si vous ne vous retrouvez pas dans les entreprises qui sont là, bien, démarrez votre propre entreprise qui va vraiment correspondre à vos propres valeurs. Mais là, il faut avoir la fibre un peu plus entrepreneuriale et on vous invite à nous appeler à la CDR. Merci beaucoup, M. Bonneville. Alors voilà, on se rapproche du terrain, vous le voyez. Et on termine avec une dernière intervention, un exemple bien concret, celui que Serge Kirouac va nous livrer. Donc, en fait, je suis ici pour vous parler un peu dans le concret de ce que c'est une coopérative. Et je vous dirais tout de suite au départ, j'ai un petit peu de misère, en tout cas, j'écoutais mes confrères tantôt, de dire qu'on est dans l'économie sociale. Le thème social m'énerve beaucoup. Parce qu'au niveau de l'historique du Québec, c'est un signe de pauvreté pour moi. En tout cas, je ne vous dirai pas la définition de BS, mais vous allez comprendre. Mais en fait, social, de plus en plus, on le voit avec la Caisse à Québec, on a la Caisse d'économie solidaire. Dites la même chose en disant Caisse d'économie sociale. Pour moi, ça ne fait pas la même richesse. Donc, en tout cas, je ne suis pas ici pour changer le monde ce soir. On ne changera pas le nom de l'économie sociale, mais c'était une parenthèse au commencement. Ici, en fait, je vais vous parler de 2 choses, la vie associative et l'économie sociale. Quand on a commencé, bien, le père de Monica, qui était notre patron, M. Gagnon, me disait « Serge, tu ne peux pas faire une coopérative de travail. Tout le monde va avoir le mot « boss » écrit dans le dos. Comment tu veux gérer une entreprise que tout le monde est boss? Ils vont tous dire « Hey, j'ai investi le même montant que toi, j'ai le même droit de parole. » C'est vrai. Je vais vous dire un secret là-dessus. Si vous voulez partir une coop de travail, ce que ça prend, c'est les bonnes personnes à la bonne place en partant. Si vous n'avez pas ça, faites pas de coop. Si quelqu'un pense... Il y a des leaders, c'est sûr, chez nous. En tout cas, vous comprendrez qu'en tout cas, je parle souvent dans la vidéo, disons que les gens sont là, puis tu as une certaine crédibilité que tu établis en tant que patron. Mais les gens sont vraiment là, s'ils ont un poste à combler, c'est les gens de les mettre aux bonnes places. Les gens ont à comprendre au départ le moment où ils sont des employés qui travaillent sur la production et le moment où ils peuvent participer à la prise de décision. Parce que je vois des gens, des fois, qui viennent nous visiter et qui disent « Mon Dieu, les gens ont l'air d'avoir du plaisir à travailler chez vous. » Moi, je trouve que c'est normal d'avoir du plaisir à travailler à un endroit. Vous passez plus que la moitié de la journée éveillé avec des gens que vous connaissez plus ou moins qui ne sont pas de votre famille. Donc, si vous n'avez pas de plaisir à travailler avec ces gens-là, bien, je pense que déjà là, vous avez une problématique. Moi, quand quelqu'un me dit « Comment tu aimes ton travail? »« Ah, j'ai un bon salaire. »« Ouais, mais t'es-tu heureux à ton travail? »« Ah, j'ai un bon salaire. » Si vous passez 30 ans de votre vie à répondre ça, je vous plains. C'est pas triste. En fait, au niveau de la gestion quotidienne, c'est la même chose tout le temps, là. On est une entreprise, on a des clients, on a des besoins à satisfaire, puis on a à travailler comme tout le monde. C'est juste au niveau, justement, de la propriété que c'est différent.
puis au niveau décisionnel. Quand on a commencé à grossir, on est arrivé à un moment donné, on était 12 membres. Tu arrives, tu viens pour ajouter un nouveau membre, tu dis « Comment tu trouves cette personne-là? » Autour de la table, tu as 12 opinions différentes. Là, on est rendu à un stade à ce moment-là que ça prend presque un être parfait parce que tout le monde a ses critères pour dire comment choisir un nouveau membre. Ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a engagé une firme de consultants et on a identifié 20 critères. Ces 20 critères-là, si la personne passe l'examen de 160 questions, qui correspond à une analyse, en tout cas psychologique, du profil, si la personne passe au travers de ce profil-là, il n'y a aucune raison de la refuser comme membre. Peu importe ce qu'un membre dit, « je n'aime pas la face ». On en a un chez nous, il vient d'une famille de 18 enfants. Je ne peux pas dire qu'il aime la face des 17 autres. Il se tenait avec certaines personnes, puis c'est la même chose à l'intérieur d'une entreprise. Mais une chose qui est importante à l'intérieur d'une coop, c'est d'informer. Chaque semaine, j'ai mon petit journal qu'on appelle l'info promo. C'est niaiseux, c'est une feuille, une page, 2 pages, peut-être 3 pages, qui dit ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui s'en vient, ce que les gens ont besoin de savoir. C'est une base parce que les gens sont vraiment informés de la gestion à la semaine de la coopérative. Puis avec ça, ce qu'on a pu faire aussi avec le temps, c'est développer des avantages. On a, en tout cas, je ne vous l'expliquerai pas ce soir, c'est juridique, mais on a un système de boni au rendement de la coop. On a un fonds de pension. La semaine des vacances de Noël, la semaine est payée à tous les employés sans avoir à travailler. C'est toutes des petites choses qu'on a pu s'ajouter pendant les 20 années de notre croissance. Puis en fait, c'est sûr que, exemple, on est beaucoup axé client. Donc, si un client dit, je veux avoir telle production, souvent, on a des changements carrés dans les heures de travail. On va avoir des gens qui vont rentrer le samedi, le dimanche pour finir des commandes, ce qui va être plus difficile dans une entreprise incorporée. Les gens sont vraiment, ils disent, on a à le faire. Puis même, je vous dirais un exemple, quand on a commencé à faire de la production, on faisait moins de rejets. Puis là, l'ancien propriétaire, il disait, comment ça se fait qu'ils font moins de rejets, ces mêmes employés? Et les employés comprenaient que du plastique dans une poubelle, c'est le profit. C'est pas méchant, là, mais quand tu travailles pour une compagnie, c'est des choses que tu n'as pas conscience. Tu es là, en tout cas, je donne un exemple souvent, je dis un employé qui finit à 4 heures, à 3h30, il a fini sa production. Dans le temps qu'il travaillait pour Plastique Gagnon, il arrivait à dire, on va faire des pièces encore, ce sera des échantillons. Des échantillons, tu ne les vends pas. Donc, ils sont mieux d'arrêter ça puis de dire, là, je vais faire d'autres choses pour finir mes 30 minutes qui me restent. Puis ça fait en fait aussi qu'on développe beaucoup une orientation client. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est que les gens, un client va te donner une claque d'en face, on continue à sourire. Nous, on a pour politique, on sait des fois que le client a tort, mais on ne s'organise pas pour commencer à faire des débats de société avec un client, puis on s'organise à faire les choses comme il veut. Puis il y a aussi, en fait, une certaine fierté qui se fait à l'extérieur de l'entreprise pour les employés qui sont propriétaires. J'ai déjà vu une personne qui vient appliquer une journée. Elle me dit, j'ai rencontré le chef du personnel dans un bar en fin de semaine. Le chef du personnel, on n'en a pas. Puis c'était un employé sur une machine qui s'était identifié comme ça. Puis elle dit, va donner ton nom, là, tu pourrais te référer. Puis j'ai dit, mais tu vois que les gens chez eux, quand ils parlent de l'entreprise, c'est à eux. Puis en tout cas, juste pour vous donner une parenthèse, en tout cas, on n'est pas une grosse coop, à peu près 2 millions de chiffres d'affaires, mais à l'automne dernier, on a eu une reconnaissance mondiale en imprimerie dans une exposition à Louisiane. Et en tout cas, on est là, puis on se dit, mon Dieu, on est en concurrence, il y avait peut-être 160 pays à l'exposition. Mais tu es là, tu dis ça aux employés, puis ça devient une sorte de petite fierté locale. En bref, comme je vous dis, c'est que les gens sont impliqués dans une coop, tout simplement, c'est quand les employés parlent, on les écoute. Je fais bien mon temps, là. Et Seigneur, je ne voulais pas entendre ça. Au niveau de l'économie sociale, mais c'est pour vous dire que notre entreprise est classée en économie sociale. Donc, quand on parle de faire des affaires autrement, c'est ça, en fait, l'économie sociale. C'est comme, en tout cas, j'ai un ami qui s'appelle Claude Belland, que vous connaissez sans doute, qui dit l'implication citoyenne. C'est les gens qui se prennent en main. On ne parle plus de l'État-providence. C'est que les gens se prennent en main, font des choses dans leur territoire pour se donner des services. Et c'est ça qui est important, ce qu'on peut faire avec une coop. Puis en fait, aussi, quand on parle de relève d'entreprise, on en a parlé tantôt, quand on fait de la relève d'entreprise, une coop, on parle de pérennité. Si moi, je quitte l'entreprise, il y en a un autre qui va prendre ma place, je ne partirai pas avec une partie du magot accumulé. C'est vraiment une façon d'assurer. Là, vous le voyez à chaque semaine au Québec, on a tout le temps des cas de multinationales qui ferment des entreprises.
Puis on n'a pas conscience de toutes les entreprises qui ne sont pas de propriété québécoise. Donc, c'est vraiment pour l'avenir, c'est important de dire, bien là, quand on parle de relève, on pourrait peut-être penser aux employés pour acheter qui sont québécois. En fait, bien, moi, c'est sûr que c'est un signe d'avenir prospère pour le Québec de parler de coopérative. C'est en fait, ça va prendre de plus en plus de place, puis ça va garantir vraiment une qualité de vie aux employés, autant en ville qu'en région. Comme je dis souvent, je suis peut-être un rêveur de penser ainsi, mais comme M. Belland me le dit souvent, il y a peut-être des rêves dans la vie qu'il faut réaliser. Je vous remercie. Merci.